Top, je crois que le webinaire a commencé. Ouais. Top, bah, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je pense qu'on va attendre quelques petites, minutes pour, que l'ensemble des participants puissent, arriver avant de commencer. Yes. Il y a pas mal de personnes qui arrivent. Est-ce que ça peut faire sens de proposer une pipeline CI? Bonjour Camille, bonjour Adrien. Bonjour Marc, Mathieu, Estelle, pas mal de personnes. Bonjour Alexandre, bonjour Elena. Pardon Axel, une dernière question. Est-ce qu'on aura l'opportunité d'avoir des échanges avec la fabrique, ne serait-ce que pour voir si on peut avoir, par exemple, des environnements. Bon, je crois qu'on va pouvoir bientôt commencer. Yes. Eh bien commençons. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui et les nouveaux arrivants, pourront, prendre le train en marche et tout de suite je peux commencer par, sur une petite introduction, présenter le Pomelo et après donner la parole à Elisa pour présenter Just, pour mettre aussi un peu de contexte et ensuite dérouler, ce webinaire, avec, plusieurs temps forts, qui vont être déjà de reprendre, du contexte, autour, du B2B puisque c'est beaucoup d'acteurs du B2B qui sont présents aujourd'hui sur ce webinaire. Ensuite de prendre, une problématique qui est forte, chez, de nombreux acteurs du B2B qui est, autour du traitement des commandes, et de la performance commerciale et des ADV dans le B2B et justement grâce à l'IA qui vient, en tant que solution et on vous donnera des pistes de réflexion, notamment autour d'outils comme Justia et surtout, de solutions à la fois techniques et fonctionnelles pour pouvoir, peut-être, améliorer ce temps de traitement des commandes. En tout cas, voilà un petit peu pour la petite introduction. Tout de suite Hello Pomelo pour ceux qui, peut-être ne nous connaissent pas encore. 200 collaborateurs spécialistes, des ETI. Nous, on a vocation, d'accompagner les ETI françaises sur 2 gros pôles. Le pôle, SIOps, où on a la recherche de plus de souveraineté, plus de performance, plus de sécurité et donc on accompagne, les ETI, au niveau de la DSI, sur le SIOps, que ce soit sur de la migration, vers le cloud avec des providers type AWS, GCP ou plus souverains, type OVH, Scaleway. Sur la mise en place d'infra robustes, scalables, sur aussi, toute la partie, monitoring, maintenance, des applicatifs et du legacy.
Et le deuxième gros pôle et qui va être plus intéressant encore, pour aujourd'hui, qui est le pôle SI vente. SI vendeur, il faut savoir que Pomelo, on accompagne des entreprises sur la croissance des ventes dans le B2B, la scalabilité de ces ventes et surtout à la recherche toujours, d'omnicanalité, dans la vente. 3 pôles, pour répondre à ces enjeux de SI vente. On a intégrateur de solutions ERP qui est un peu le cœur du SI vente et j'y reviendrai, avec des solutions Microsoft. Sur la partie, PIM, DAM, MDM avec des outils comme Maps, Akeneo, Quable, et surtout sur la partie e-commerce B2B, que ce soit avec des solutions, historiques comme, Eurocommerce, Magento, et des solutions, plus récentes, modernes comme, Silius, Just. Voilà, Hello Povelo, on est avant tout une boîte qui rend service, dans le B2B pour les ETI et voilà, je vais laisser Elisa maintenant présenter, Just, et ça fera sens, pour le point d'aujourd'hui. Bonjour à tous, du coup, merci beaucoup d'être là. Moi, c'est Elisa, je suis responsable, mid-market, chez Just. Just, pour ceux qui connaissent pas, c'est un éditeur de solutions e-commerce, B2B qui a été créé, par l'un des cofondateurs de Miracle. Just, c'est plus de 60 clients, 50 employés, 1,5 milliard de volume de commandes. On travaille exclusivement avec des acteurs du B2B, donc des distributeurs, des industriels, des grossistes, dans différents domaines. Dans la construction, on travaille avec Eiffage, Socoda, Cofac, Algorel. Dans la grande distribution, avec Auchan ou Franprix. Dans le packaging, avec Sphère Distribution. Et en fait, on va aider dans la digitalisation de leur vente professionnelle. L'idée, en fait, c'est de permettre de simplifier la prise de commande, automatiser les tâches manuelles côté ADV et commercial et offrir une expérience d'achat fluide pour leurs clients, le tout directement connecté à leur ERP ou système existant. Dans un premier temps, Antoine va vous parler du coup du contexte sectoriel du B2B. C'est vrai que c'est tou pardon, On c'est vrai que dépêche. c'est toujours, c'est le micro qui était coupé. Non, mais c'est vrai que merci Isa pour cette introduction et c'est vrai que c'est toujours important de remettre un peu de contexte dans le B2B, de voir que le B2B il se fait, sur, plein d'aspects dans un cycle de vente, que ce soit du fournisseur au négociant, du négociant, aux commerciaux, aux logisticiens, jusqu'aux clients professionnels. Il faut savoir que le secteur du B2B, c'est un marché qui se durcit. Et c'est ce qu'on voit régulièrement chez Lopobello. On voit des acteurs qui historiquement étaient présents, parce que présents localement, peut-être si on prend l'exemple dans le bâtiment, des Denis Matériaux dans l'ouest, des Cifre Bona dans le sud-est, des acteurs qui étaient très présents, sur la géographie. Mais on a de plus en plus de concurrence qui viennent, des grandes enseignes, par exemple, pour eux, qui vont être des Leroy Merlin, des Castorama, qui, par le digital, arrivent à augmenter leur maillage géographique. On a aussi, une arrivée massive des pure players ces dernières années avec, plein de qui sont à la pointe de la technologie, donc avec de la livraison rapide, du catalogue 24/7 et en parallèle, on a aussi une clientèle qui est de plus en plus exigeante. Finalement, on a une clientèle, B2B mais qui veut, avoir une expérience proche du B2C, avoir accès à la livraison rapide, de la commande en quelques clics. Parfois même une clientèle qui ne veut plus dépendre, au fait, d'un commercial, et qui veut aller vite dans son parcours d'achat et donc voilà, c'est 2 aspects qui font qu'on a un marché du B2B et il y en a plein d'autres qui, se tend, qui se durcit et sur lesquels on a du mal, à, gagner en part de marché et continuer à avoir de la croissance. Et du coup, face à ce durcissement du marché, comment les acteurs font du B2B pour gagner des parts de marché? En tout cas, on remarque chez Pomelo qu'il y a une vraie prise de conscience, chez l'acteur du B2B, peut-être un peu plus tard que le B2C, mais c'est des transformations qui sont beaucoup plus profondes, et des transformations, principalement aussi digitales, en plus de l'organisationnel des transformations organisationnelles. On a des acteurs qui se sont vachement outillés ces dernières années, de e-commerce B2B, puissants avec des technos robustes, on l'a dit tout à l'heure, sur du Eurocommerce, du Silus, du Magento, même du Shopify B2B qui aujourd'hui prend des parts, de marché et bien sûr, sur du Just. On voit que ces acteurs s'outillent, d'outils puissants. Et Lopomelo, quand on va venir, installer un e-commerce B2B, chez un acteur, on le sait bien, personne ne met en place un e-commerce pour faire joli. On va chercher, avant tout du ROI et c'est ce qui parle aussi aux directions. Les 4 pôles, du ROI principaux qu'on va aller chercher dans la recherche du e-commerce B2B, c'est, déjà d'augmenter le CA, augmenter les ventes. Ça, c'est, peut-être l'aspect le plus, visible, d'un e-commerce.
Mais il y a plein d'aspects aussi qu'on va aller chercher qui sont peut-être moins visibles, comme augmenter le panier moyen, augmenter la fidélisation client et bien sûr réduire les coûts commerciaux, réduire les coûts en interne et ça c'est des on y reviendra après. Il faut savoir que, dans le B2B, on a, un client B2B, enfin un acteur B2B a souvent des clients qui lui sont fidèles et l'idée c'est de leur rendre service au mieux, comparément c'est un parcours d'achat qui est très différent, au B2C où c'est plutôt, assez frivole. Finalement, on va chercher à vendre plus vite, vendre mieux, vendre partout, grâce au digital et d'ailleurs on remarque chez de très bons acteurs, qui sont outillés depuis une dizaine d'années, des e-commerce, qui, sont de plus en plus performants, qui répondent aux enjeux. Je prends l'exemple peut-être de Transgourmet qui, avait à la base un e-commerce très puissant, au côté web et qui s'est rendu compte que, bah, ses clients, qui sont des restaurateurs, faisaient beaucoup de commandes sur le mobile. Il y a toute une réflexion qui a été portée autour d'une application mobile pour faire, du mobile first sur le e-commerce. Donc on voit qu'il y a des acteurs qui arrivent à avoir des e-commerce très puissants. Généralement, ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 3 à 5 ans, on arrive à avoir 30 à 40 du CA qui est généré par le digital, donc ce qui est assez puissant. Mais, il y a quand même un axe et ça, il faut être, peut-être, un peu prudent sur l'approche du e-commerce B2B, c'est que le e-commerce B2B, il est pas magique. Il y a des axes qui sont encore, opaques et qu'on a, du mal à obtenir avec un bon e-commerce. C'est notamment, bah, le dernier point du ROI qu'on va chercher, qui est de réduire, les coûts internes, réduire les coûts commerciaux. Au fait, on se rend compte que même avec un comment dire? Heu, on a beaucoup de clients, même avec un très, très bon e-commerce, qui vont être réfractaires au changement, réfractaires aux nouveaux usages, réfractaires au digital. Je pense que ça vous parle pour beaucoup, qui nous suivent aujourd'hui, dans le B2B. On est quand même parfois, avec des clients qui, ont leur habitude d'achat depuis plus de 30 ans et qui ont pas forcément envie qu'on leur dise: «Bah, demain, je veux plus prendre ta commande, tu vas la faire sur un site e-commerce». Et donc on se rend compte que, bah, il y a encore beaucoup de commerciaux qui reçoivent, de leurs clients historiques des mails, super longs, des fichiers Excel, des fichiers PDF, pour encore passer leurs commandes. Voilà et peut-être que sur ce constat, Elisa, en a parlé l'autre jour et tu peux peut-être appuyer ce constat et me dire un peu ce que vous rencontrez aussi chez Just au quotidien, sur cet aspect-là? En effet, Antoine, tu as complètement raison. C'est ce qu'on voit, nous, chez nos clients qui travaillent, du coup, dans différents domaines. C'est que même quand un e-commerce, B2B est en place et fonctionne, super bien, il y a une partie de leurs clients qui ne l'utilisent pas. Ils appellent encore leur commercial, ils veulent encore envoyer des mails avec une liste de produits, joindre des PDF de réassort ou des bons de commande scannés et on a même des directeurs commerciaux, vous allez rire, qui nous disent, qui ont encore des clients qui passent des commandes par fax. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, côté ADV? C'est que les commandes, qui arrivent encore par email, PDF, ou Excel, il doit y avoir quelqu'un de l'équipe, ADV ou commerciale qui doit les lire et retaper, chaque ligne manuellement dans le RP. Une commande de 30 lignes, c'est entre 20 à 30 minutes de saisie. Chez Cdis, par exemple, qui est un de nos clients, on parle de plus d'une dizaine de commandes par jour. Je vous laisse faire le calcul, mais ça revient à énormément de temps et derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, des erreurs de ressaisie, des retards de traitement, des équipes qui finissent par être débordées et une facturation qui prend du retard. D'ailleurs, je suis assez curieuse dans tous ceux qui nous écoutent de lancer un sondage euh, sur, euh, sur en termes de pourcentage, combien de commandes, de vos commandes arrivent encore offline, donc par email, téléphone, PDF, WhatsApp ou autre. Peut-être prendre une ou 2 minutes pour, remplir ce sondage. Pardon. Ils sont d'accord parce qu'elle a dit, il y a eu un blanc en mode. Donc, on va bien mettre les trucs. Maintenant, j'en ai pas essayé aux autres. Puis, celui qui me demande du temps, il va être des plus, il va apporter plus d'infos, tu vois, quand même, il serait plus cher. Top, bah, on quand même, ça se dessine pas mal. On remarque, une grande majorité quand même, quasiment la moitié ont plus de 50 de leurs commandes encore,
offline. Elisa, chez tes clients, toi, enfin chez les clients de Just en général, qu'est-ce que vous observez à ce niveau-là? Nous, on observe que même, les entreprises les plus avancées, sur le digital ont encore, 20 à 40 de commandes offline. Pour beaucoup d'industriels ou distributeurs, qui on travaille, on est même parfois sur du 50 à 70. Donc vraiment, c'est massif. C'est pas prêt de changer parce que côté client, final, les habitudes, elles sont ancrées comme ça depuis des années. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux, du jour au lendemain de changer toutes leurs habitudes. En fait, c'est un peu ça, ce dont on parlait aussi, la semaine dernière, c'est la un peu l'omnicanalité subie. C'est quand on va venir multiplier, les contacts sans, système unifié et on va finalement créer des silos, et même avec un e-commerce très puissant, on va créer en parallèle des silos de données, des silos, sur la base des commandes. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à comment on va unifier ces flux sans, pervertir les habitudes, du client. En fait, si on reprend un peu plus de hauteur et ça, et le Pomelo, bah, je vous ai remis un schéma du SI vente. Il y a pas de schéma d'ailleurs parfait, du SI vente, mais en tout cas le B2B c'est pas un outil isolé. C'est vraiment une brique du SI vente. Le SI vente, c'est plus macro, c'est avec ce dernier qu'on va chercher l'excellence opérationnelle des ventes, la fluidité du processus commercial. Bah, on voit ici qu'il y a plusieurs briques. Concrètement, on le sait tous, le RP qui est un peu la base de données centrale, le PIM qui a apporté la donnée, produit, data, la donnée produit, et le CRM qui a apporté la donnée, enfin qui va plutôt, outiller les commerciaux et enfin la plateforme e-commerce, B2B. Tout l'enjeu de ce SI vente, c'est pas simplement ces outils, c'est tous les flux qui vont, transiter entre les différents outils, tous les flux qui vont permettre, d'accélérer, les flux de données et d'avoir une donnée qui soit disponible pour tout le monde et pour tous les outils en temps réel et de réduire, toutes les frictions. En fait, on va chercher à avoir un site vente qui soit interopérable pour toujours, dans l'objectif d'aller chercher l'omnicanalité des ventes. Su En d'autres termes, peut-être un peu plus, courant, on va chercher à optimiser les flux de données pour faciliter le travail des commerciaux. Hem, D'un côté, lorsqu'un client va commander sur la plateforme e-commerce, ça va libérer du temps en commercial, ça on le sait tous. Mais d'un autre côté, lorsqu'un client ne veut pas commander sur la plateforme, il faut pas le forcer. Il faut donc trouver des moyens pour, fluidifier ses flux, automatiser ses commandes plus traditionnelles et avoir un système performant à ce niveau-là. Peut-être qu'Elisa justement, ce serait bien d'appuyer, justement sur ce flux. Comment mettre en place un flux qui permet, de sortir du e-commerce B2B et de faciliter ces prises de commandes, de faciliter le travail des commerciaux, et voilà et peut-être tu peux appuyer sur ce flux, quoi. En effet, en fait, l'idéal, aujourd'hui, ça serait qu'une commande qui arrive par mail, PDF, pièce jointe, Excel, bon de commande, qu'il y ait une IA, en fait, qui puisse capter que c'est une commande, lire le document, identifier les références produits, les quantités, les conditions, générer des lignes de commande directement dans le RP qui ont plus, en fait, qu'à être validées. Comme ça, l'équipe ADV, elle n'a plus qu'à contrôler et valider sans faire de ressaisie. Et côté client final, il y a rien qui change. Il continue, d'envoyer, ses commandes exactement comme avant. Heu, pour être très franc, et c'est ce que Elisa présente, c'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années chez Le Pomelo, mais qu'on fait, à chaque fois, sur mesure, par client. On reproduit, ce flux, on essaie de faire presque un peu du bricolage et souvent ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Là où peut-être, Just, depuis maintenant, 2 ans, a, accéléré sur cette partie et vous avez mis en place justement, je vais te laisser, présenter, mais un module qui permet, d'aller beaucoup plus vite, sur ce lien, et sur, ce flux, quoi. Exactement. On a créé, une solution du coup qui s'appelle, Justia. En fait, Justia, c'est quoi? C'est une IA qui va, s'intégrer, chez un client. La première étape, ça va être de comprendre comment les clients passent leurs commandes. Est-ce qu'ils envoient des Excel, des PDF avec leur propre mise en page? Est-ce que c'est des bons de commande scannés, des emails qui vont être dictés vocalement? Chaque client a ses habitudes, ses codes produits maison, sa propre façon de formuler une commande. C'est exactement ce que vous voyez sur la slide. À gauche, les données, non structurées. Donc là, c'est le monde réel de vos clients, des fichiers Excel, des photos, des WhatsApp. Aucun format standard, aucune cohérence d'un client à l'autre. Au centre, Justia, du coup, qui va intégrer toutes ces données, quel que soit le format, et qui va comprendre ce que le client veut commander.
Et à droite, c'est du coup transformer en données structurées une commande propre, un devis, une wishlist directement exploitable dans le RP. On configure l'IA en fonction des spécificités de chaque client. Quelle information extraire, les références, les quantités, les unités de conditionnement, les délais de livraison si besoin. On a par exemple des clients qui, pour eux, c'est l'unité de conditionnement qui est critique. D'autres, dans la construction, bah, eux, c'est le délai de livraison. Donc l'IA, en fait, elle doit s'adapter à toutes ces règles métiers. Les 2 points importants à retenir, c'est qu'on s'intègre à tous les outils e-commerce et ERP du marché. Vous n'avez pas à changer votre SI et le temps d'implémentation est court. On n'est pas sur un projet de 1 an. On est sur quelques semaines pour être opérationnel. D'ailleurs, pour être encore plus précise dans tout ce que je viens de dire, je vais vous montrer une démonstration donc de comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un cas réel. Imaginez, vous êtes un client, vous avez l'habitude de passer vos commandes par email. Ça, c'est pas quelque chose qui va changer. Donc, vous ouvrez votre boîte mail, vous allez envoyer votre mail comme vous le faites depuis des années, pardon, en envoyant du coup un mail avec un fichier Excel que vous allez du coup joindre. Ouais, moi je pense que ça serait excellent, tu vois, le Voilà, et là, ce qui est important de comprendre dans ce fichier Excel, c'est que les données ne sont pas structurées. C'est-à-dire que pour un système informatique classique, c'est illisible. Il n'y a pas de format standard, pas de colonne toujours au même endroit, pas de référence toujours écrite de la même façon. Chaque client a son propre format, ses propres codes produits et sa propre mise en page. Donc ensuite, la commande part. Qu'est-ce qui se passe pour l'ADV ou le commercial? Donc, je vais partager mon écran sur... Hop. Donc l'ADV, il va se connecter, il va arriver sur son dashboard. Voilà à quoi ça ressemble. Il va aller dans Requêtes. Tous les matins, quand il arrive, il va pouvoir se connecter et aller vérifier s'il y a des nouveaux mails de commandes qui sont arrivés. Des mails, des WhatsApp, des Excel, peu importe. Donc là, la commande est arrivée. Vous voyez qu'il y a 71% de match. Donc il y a des produits que l'IA n'a pas reconnus. Si elle ne reconnaît pas les produits, il y a 2 possibilités. Dans un premier temps, ça peut être tout simplement que le produit n'est plus en stock. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose des produits similaires. Donc là, il y a juste à choisir le produit, la quantité. Ce qui est aussi possible, c'est que l'IA ne reconnaisse pas le produit. Donc si elle ne le reconnaît pas, même principe, il faut juste sélectionner du coup un produit similaire, mettre la quantité. Une fois que tous les produits sont matchés, donc la commande va se réactualiser et là, elle pourra être validée. Donc l'ADV ou le commercial va pouvoir aller valider la commande. Une fois qu'il le fait, il vérifie l'adresse de livraison, l'adresse de facturation et ensuite la commande est envoyée. Donc là, ce que vous avez vu, c'est vraiment une commande que normalement on passe 20 à 30 minutes à faire, qui a pris littéralement 2 minutes. Le client, lui, n'a rien changé, l'équipe ADV, elle a rien ressaisi et la commande est dans l'ERP, prête à être traitée. Au niveau de l'intégration, je vais laisser Antoine prendre la parole. C'est vrai que c'est un outil, nous, qu'on intègre depuis maintenant quelques mois et qui vient vraiment faciliter ce flux et c'est presque un plug and play, donc on vient vraiment l'intégrer. Il faut savoir que nous, on a pas mal de c'est pas un module qui est réservé, comme disait Elisa, à nos clients qui ont du Just, au fait, en termes de e-commerce B2B. On va venir l'intégrer, l'implémenter sur des clients qui ont du Magento, du EuroCommerce, du Silus. Au fait, c'est un outil qui vient vraiment être à part et qu'on va venir brancher directement à l'ERP pour fluidifier les ventes. C'est généralement l'avantage de ce type d'intégration, c'est que c'est une intégration qui est rapide et sur lequel on a du ROI direct. Ça parle beaucoup aux directions généralement. Je pense qu'aujourd'hui, les directions, même si on tend à avoir des projets d'MVP plus rapides, améliorer le time to market, les directions, elles sont toujours un peu réticentes quand on annonce des projets de 6 mois, 1 an, en promettant un ROI horizon 1 an et demi, 2 ans. Là, c'est un projet qui se fait en quelques semaines et qui a un impact direct, sur le ROI au niveau des équipes commerciales, avec justement des effets quasiment immédiats, hein, j'ai envie de dire. Donc, Hello Pomelo à venir, l'intégrer, à votre récit en quelques semaines. Le produit, ensuite est hébergé, chez Just et il n'y a pas de
de maintenance sur, le flux à proprement parler, du côté d'un intégrateur comme Pomelo. Voilà, aujourd'hui, c'est des outils qui permettent de simplifier toutes ces connexions et cetera. Il y a quand même, il faut quand même l'adapter à un SI. L'idée, c'est pas de tordre le modèle du SI, il faut l'adapter à un SI, mais une grosse partie, est, quasiment clé en main. Hem, Peut-être, aller un peu plus, loin, sur, qu'est-ce que ça va venir apporter comme ROI, qu'est-ce que ça va venir, changer, pour une équipe ADV, et bah, ça va changer beaucoup de choses. Déjà dans les chiffres, on voit bien que, on peut se citer quelques chiffres qu'on voit habituellement, même si ça va dépendre, un peu de la typologie d'équipe, mais une commande de 30 lignes qui généralement est traitée en une 1/2 heure, va être traitée en quelques minutes. En fait, on a un temps qui est considérable, économisé, et surtout c'est un temps qui, est lié à des tâches à faible valeur ajoutée, pardon. On va libérer l'ADV, le commercial, de tâches qui sont redondantes et qui, amènent beaucoup d'erreurs, et les concentrer sur des tâches beaucoup plus, puissantes et beaucoup plus intéressantes. Un commercial, il va pouvoir se concentrer, par exemple, à ouvrir des nouveaux comptes clients, à se concentrer sur de la démonstration de nouveaux outils. Il va pouvoir aller faire une tournée avec ses clients plutôt que de passer du temps à reprendre ses commandes qu'il a reçues par mail, vers le RP. Donc c'est pas simplement un gain de temps, c'est aussi un gain, concentrer les commerciaux vers plus, de recherche de business, et vers des tâches qui, même eux, vont plus, les intégrer et les impliquer dans l'entreprise. Donc voilà, c'est, un intérêt pour le client et un intérêt pour les équipes, et je finis aussi avec un autre aspect qui est important, c'est aussi la réduction des erreurs, au fait. On va très rapidement remplacer un produit, on va éviter d'avoir des doublons, des erreurs. En fait, on va avoir un client qui, je prends encore le cas peut-être de la restauration, un restaurateur qui commande chez Transgourmet le lundi matin et qui a besoin de produits pour le soir. Si son commercial fait une erreur, son ADV fait une erreur, en fait, il peut pas faire le service du soir. Il peut changer tous ses menus, c'est dramatique pour lui. Donc au fait, on va chercher aussi à réduire complètement les erreurs et à se dire que ce que, le client va commander, c'est ce qu'il aura, ou alors des très bons substituts grâce à l'ADV qui va prendre le temps de peaufiner sa commande plutôt que de la créer, enfin de A à Z dans le RP. Hem Et peut-être, on pense souvent à l'ADV, et simplement à l'ADV qui va être augmenté, ou son travail qui va être, en tout cas, son temps de travail qui va être réduit. Peut-être qu'Elisa, tu peux appuyer aussi sur d'autres acteurs qui vont être impactés par Justia dans une entreprise, et pas simplement la DV, quoi. Complètement, bah, comme tu l'as dit, l'ADV et son directeur, aujourd'hui, c'est eux qui souffrent le plus. C'est des équipes, qui passent des journées à faire des ressaisies de commandes. Avec l'IA, c'est une charge qui disparaît quasi intégralement. Concrètement, ça veut dire que les collaborateurs ne font plus de saisie, ils font de la gestion, ils gèrent des exceptions, ils suivent des commandes, ils traitent des litiges. C'est une transformation du poste, pas juste un gain de temps. Mais il y a aussi les directeurs commerciaux qui vont voir un impact, eux, côté client. Aujourd'hui, une commande, reçue par email, peut mettre plusieurs heures à être traitée, parfois plus si le volume est important. Avec Justia, elle est dans l'ERP en quelques minutes. Les clients sont confirmés plus vite, leur livraison part plus vite et les commerciaux de terrain passent moins de temps à gérer des questions de saisie ou d'erreur de commande. Donc ils se concentrent plus sur la vente. Mais il y a aussi les directeurs, digitaux ou les DSI qui pour eux, leur question, ça va toujours être: «Est-ce qu'on va devoir, tout reconstruire? Est-ce que ça va créer de la dette, technique?» La réponse, c'est non. Justia, elle s'intègre rapidement à l'ERP. On ne touche pas à ce qui fonctionne et surtout, et c'est important, le client final ne change pas, ce qu'il fait, dans ses habitudes. Il y a pas de portail à lui imposer, pas de formation, pas de résistance au changement. On s'adapte à son environnement et c'est pas l'inverse. Pour, parler, encore un peu plus de chiffres, et de ROI. D'abord, évidemment, sur le temps. Une commande de 30 lignes qui prenait 20 à 30 minutes à votre équipe ADV tombe à 2-3 minutes. Sur une journée avec 30, 40, 50 commandes, vous récupérez des heures. Des heures que vos équipes peuvent réinvestir sur ce qui a vraiment de la valeur. La relation client, les litiges, le suivi commercial, c'est pas un gain de temps marginal, c'est une transformation du quotidien, de vos équipes. Ensuite, la qualité. Zéro ressaisie, zéro erreur humaine, fini les mauvaises références, les mauvaises quantités, les commandes à corriger après coup. La commande qui entre dans l'ERP, elle est propre, contrôlée et validée. Après, il y a la satisfaction client. Vos clients qui reçoivent une confirmation plus vite, leur commande est traitée en temps réel, ils ne changent pas leurs habitudes et pour eux, en fait, c'est juste le service qui s'améliore. C'est ça qui va les fidéliser. Il y a un dernier point qu'on n'a pas encore mentionné, c'est que l'IA apprend.
plus elle traite, une commande pour un client donné, plus elle reconnaît ses références, ses formats, ses codes produits maison. Le score de matching, il s'améliore avec le temps. Autrement dit, plus vous l'utilisez, plus elle devient précise et rapide, donc va matcher 100 des produits. Donc en résumé, les chiffres à retenir, c'est vraiment une division par 5 du temps de traitement, 80 à 90 du temps ADV économisé et 0 erreur de ressaisie. Voilà. Peut-être pour conclure aussi, un petit mot, il y a un conseil de la part d'un intégrateur, une boîte de service. Moi, mon conseil, c'est, de pas forcément se précipiter et de vouloir se suroutiller. Quand même, on observe que ces dernières années, on est vraiment passé de gros monolithes dans les entreprises vers des architectures plutôt, microservices. On vient s'outiller de plein d'outils qui portent ce qui porte le mieux, c'est-à-dire, bah, c'est toute la partie CRM, e-commerce, PIM. Et ça permet d'avoir franchement une très grande flexibilité, d'avoir un SI performant, d'avoir des outils puissants, mais ça comporte aussi un risque qui est de se suroutiller. En fait, ce qu'il faut, je pense, c'est de partir vraiment de vos enjeux, de vos points de douleur et apporter une réponse qui va être adaptée. On dit souvent, chez Polo, qu'il faut pas faire du métro chez Transgourmet, mais plutôt du transgourmet chez Transgourmet. Voilà, c'est pas parce qu'un acteur va le faire que vous devez le faire. En revanche, ce qu'on observe aussi, c'est qu'à partir du moment et le sondage le montre aussi, à partir du moment où on observe que, 15-20 ou plus des commandes se font offline, en fait, ça prend tout son sens. Heu, donc peut-être pour finir, mettre en place un SI vente puissant, pour une ETI aujourd'hui, c'est pas, apporter une réponse toute faite avec un copier-coller d'une architecture qui se fait ailleurs. C'est plutôt de comprendre le fonctionnement historique, ça nous fait un peu rire chez Peugeot parce que dès qu'on rencontre une boîte du B2B, ils nous font: «Ah non, nous c'est pas comme les autres, bah nous, on a vraiment un mode de fonctionnement qui est le nôtre». Mais en fait, c'est vrai et en même temps, tout le monde a son mode de fonctionnement historique. L'idée, c'est pas de venir, casser cette organisation en disant: «Votre SI, on va la mettre à la poubelle et on va mettre un SI vente, nouveau avec, heu, un Just IA, un Just E-commerce, un ERP, Microsoft» et cetera. C'est de prendre votre fonctionnement, prendre vos process et l'accompagner dans plus de fluidité, plus de performance grâce à l'IT. Et dont Just IA peut faire vraiment sens à partir du moment où on identifie effectivement, un point de douleur à ce niveau-là et de pouvoir associer, un ROI avec, la mise en place de cette solution. Donc voilà, je pense que pour finir, en tout cas l'objectif du SI vente, c'est toujours, encore une fois, vendre plus vite, vendre mieux et vendre partout et c'est pour ça que Just et Loopeno sont des acteurs engagés, auprès du B2B pour arriver à ce niveau de performance, accompagner les acteurs B2B à, augmenter leurs ventes, gagner, en part de marché face aux gros acteurs de la grande distribution, face aux pure players et voilà, à votre service pour améliorer, tous ces aspects. Je pense qu'on a un petit temps, heu, maintenant prévu pour, Les questions. répondre à vos questions, toutes vos questions. Il faut pas hésiter, heu, à les poser dans le chat et on y répondra, avec plaisir. Ah, peut-être, une première question de Mani. Elisa, je te laisse, répondre. Je vais la lire peut-être, et je vais te laisser y répondre. Mais, Mani demande effectivement, remarque, il y a encore beaucoup de commandes par téléphone, par WhatsApp, par SMS aussi, hein. C'est vrai qu'on en a pas parlé, on a beaucoup parlé du mail. Est-ce que Justia adresse, ces use cases? Bien sûr, on adresse, le WhatsApp, le SMS, et les commandes qui sont aussi faites, par téléphone. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une multitude, de canaux, divers et variés. Tu parlais du fax, mais c'est vrai qu'on a Ouais. oublié le mail, le SMS, le WhatsApp, bon, le bout de papier, ça le fait pas encore. C'est vrai qu'il y en a qui font encore leur commande, sur un bout de feuille au téléphone, mais Ouais, on a les messages vocaux sur WhatsApp aussi, c'est vrai qu'il y a plein de façons de le faire. oh, c'est peut-être une question plus Pomelo. Avez-vous déjà intégré, Justia dans un process où il existe des règles métiers appliquées pour que la commande soit valide, par exemple des options, des produits, non compatibles? Hem,
En fait, il faut savoir que Justia, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un outil, directement, qui s'intègre partout de la même manière. C'est un outil quand même où on va adapter, et faire du sur mesure à certains endroits, notamment au niveau des process qui sont très, particuliers. On sait que les règles métiers, elles sont précises dans le B2B, beaucoup plus complexes que dans le B2C, et donc forcément, on intègre, c'est pour répondre à la question, souvent Justia dans un univers de règles métiers complexes. Justement, c'est ce qui va faire la force, d'un outil comme le SIA, c'est qu'on va pouvoir le moduler et l'adapter pour, ce type, d'exemple que vous donnez, sur, les produits non compatibles, ou autres. Mais peut-être qu'on pourra, heu, sur un point, approfondir, votre enjeu en particulier, quoi. Ouais, complètement. Après, comme on a dit, c'est aussi, vraiment l'IA, elle s'entraîne, en fait. Donc si on lui apprend à faire, des règles, plus elle va les appliquer et plus ça va enfin, plus elle saura le faire. Exactement. Et Mani, peut-être peut-être qu'Elisa a apporté un peu la réponse effectivement. Il y a 2 parties. Il y a vraiment intégrer techniquement pour avoir les bons flux qui vont transiter entre, le mail, le WhatsApp et le RP, et donc ça va être vraiment un rôle, de Locomelo de mettre en place, le bon flux, et il y a aussi, comme disait Lisa, toute la partie, de Justia qui va, se nourrir, de vos règles spécifiques. Au début, on va très vite avoir en fait une grande partie des règles couvertes, mais là, on va atteindre la performance, on se rend compte que c'est au bout de plusieurs mois, d'une IA qui se nourrit de vos process, de vos règles métiers, propres, et souvent on attend, ouais, je pense bien, 4 à 6 mois pour avoir vraiment, on va dire, le module presque parfait, puisque après ça va toujours s'adapter, se nourrir encore des nouveautés de la boîte. Mais en tout cas, voilà, il y a à 2 niveaux, on va venir, heu répondre à ces règles spécifiques, quoi. Exactement. Comme tu dis, il y a un vrai temps d'adaptation, pour l'IA de s'entraîner, de comprendre, quelles règles sont les plus importantes, que ce soit, par exemple, les délais de livraison, ou autres, et une fois qu'elle a tout mis en place, il y a tout qui match parfaitement. Et peut-être pour la simplicité de mise en place, en fait, effectivement, de toute façon, il y a chaque, entreprise chez qui on installe Justia a des règles différentes, mais, pour toutes, on arrive à tenir des projets en quelques semaines, et vraiment qu'il faut vraiment prendre en compte que c'est pas un projet, e-commerce ou ERP qui va prendre plusieurs mois, c'est vraiment un projet qu'on arrive à compacter, quoi. Et Adrien, pour la partie intégration avec quel ERP? Et bah, de nombreux ERP, nous, c'est vrai qu'on est un créateur des solutions Microsoft, mais on n'intègre pas sur du que sur du Microsoft, donc Business Central. On va venir intégrer à beaucoup de ERP chez qui on peut consommer de l'API, que ce soit on rencontre beaucoup dans le secteur du Divalto, Business Central, du SAP, du Du Sage Sage. X3. Mmh. Beaucoup de ERP, parfois on arrive même à le connecter. Alors, ça va demander peut-être un peu plus de custom sur de S400, donc il y a des solutions vieillissantes, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on va venir préconiser, et souvent ceux qui veulent consommer de Justia veulent un système moderne et ont plus forcément, justement ces ERP, donc type AS400. En tout cas, voilà, ça fonctionne avec pas mal, avec beaucoup de d'ERP. J'ai envie de dire, tous les ERP aujourd'hui, plus modernes, ont tendance à être API first, et donc on va venir consommer l'API tout simplement, et voilà, modéliser le flux. Peut-être Elisa, tu peux appuyer cette partie sur la sécurité, d'un point de vue de Justia et de Just en Ouais. général. Bien sûr, c'est une question, d'ailleurs qu'on nous pose très souvent. Les données, elles sont sécurisées évidemment à partir du moment où vous avez le format payant, vous payez la sécurité de la base de données. Donc ça reste, dans le privé, et au niveau des LLM, vous pouvez, choisir, celui que vous voulez. C'est vrai que c'est des questions qui sont récurrentes au niveau de l'IA. À chaque fois, on se demande, si les données vont pas être, dispersées, au niveau de l'IA en général. Complètement. Heu, mais là, voilà, on a une IA qui est sécurisée, qui se nourrit d'ailleurs des données de votre entreprise. On va pas se nourrir des données d'autres entreprises pour améliorer, l'IA chez vous, quoi. Ça se nourrit de vos données, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors
fait ce qu'on appelle un surcoût. C'est il y a 2. Dire C'est vrai que comme dans tout, outil SaaS généralement, il y a, une partie intégration, qui est réalisée par l'intégrateur, mmh, qui s'arrête généralement à l'intégration, donc qui vient pas, comme des outils peut-être plus traditionnels ou open source, amener de la TMA ou autre. On est juste sur une phase d'intégration et après les coûts, ils sont au niveau de la solution avec, peut-être, Elisa pourra appuyer dessus, mais avec des modèles de licence, heu, en fonction de pas mal de critères. Peut-être Elisa, tu peux appuyer ce point, exactement, on fonctionne, en licence, donc c'est, par rapport à la ligne de commande. Donc plus, la ligne de commande, enfin plus il y aura de commandes, plus elles seront grosses, plus forcément la licence sera plus, élevée que si, c'est que des commandes qui sont petites. Bah, ce qui est d'ailleurs, j'appuie, mais ce qui est intéressant dans ce type de licence, c'est que, en fait, plus il y a de commandes, donc plus on vient réduire, le temps passé, plus, la solution aussi elle va avoir un coût, mais c'est parce que plus ça répond à un besoin, en fait. Est-ce que vous pourriez détailler un exemple de projet? Bah, sur un temps aussi réduit, ça va être, assez, compliqué peut-être de rentrer dans le détail, mais peut-être un projet type va déjà rentrer par une phase vraiment de cadrage. Comprendre votre fonctionnement, et d'ailleurs un cadrage métier avant tout, comprendre votre fonctionnement, comprendre, actuellement comment vous recevez, les différentes commandes, quelle est la typologie de commande, et après une analyse de votre, SI. On va comprendre aussi votre SI, essayer de comprendre, d'analyser votre ERP, voir, comment on va pouvoir répondre de la technique, donc d'intégrer ce flux, en répondant à l'enjeu métier qu'on aura cadré, au début. Donc voilà, généralement, on vient d'abord cadrer d'un point de vue métier et ensuite implémenter la solution, en consommant, API, ERP. Alors là, on est dans un cas un peu particulier, sur la partie produit configurable. Peut-être que pour appuyer, enfin pour, peut-être mieux expliquer votre question, c'est, des produits sur mesure à chaque fois que votre client va venir commander, c'est bien ça? Si je comprends bien? Peut-être en attendant, je sais pas si Lisa, tu as une réponse sur la est-ce que Just ah oui, ça, est-ce que Just, répond? J'ai pas le souvenir, alors faudrait peut-être demander à nos directeurs projet d'avoir rencontré ce type de projet sur vraiment du produit sur mesure. Est-ce que Just, IA se limite à tous les produits, commandes récurrentes, produits, d'un catalogue? Ou est-ce que aussi on peut aller, faire du sur mesure à ce niveau-là, On n'a pas eu ce cas encore de produit, sur mesure. Pour l'instant, tout ce qu'on a traité, c'est, ouais, toutes les commandes récurrentes. Sur le sur mesure, à partir du moment où c'est pas récurrent, je sais pas si ça vaut le coup, En fait, peut-être que ce sera à creuser, je sais que nous on accompagne des acteurs, comme, peut-être Mogin, qui, font de la fenêtre sur mesure et du coup, bah, parfois les outils, vont venir plutôt en amont gérer, toute les composants en fait, de la fenêtre et finalement, bah, ça peut intervenir sur de la vente de composants. Après sur le produit configuré final, je sais pas, à quel point Justia, y répondra. En tout cas, ça serait intéressant de creuser cette partie-là, avec vous, Amadeo. Est-ce qu'il y a des petites dernières questions avant de clôturer ce webinaire? Il nous reste, encore 1 minute. Je sais pas s'il y en a qui auraient des dernières questions à nous poser. De toute façon, on se rendra disponible avec Elisa, à la suite bien sûr. pour répondre à vos enjeux, que ce soit par mail ou sur, un un rendez-vous, bien sûr. Bon, eh bien, Ouais, je crois qu'il y a pas d'autres questions. on va pouvoir clôturer. Bien, un grand merci à tous, Merci pour votre beaucoup. présence. Je pense qu'on vous enverra, le lien du replay, bien sûr, pour ceux qui sont arrivés, notamment un peu en retard ou ceux qui ont envie de revisionner des parties et surtout, bah, c'était, une première présentation et une première vision. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de voir,
chez vous, qu'est-ce que ça peut amener? Qu'est-ce que ça peut à quel enjeu ça peut répondre? Et peut-être qu'avec Elisa, on reste très disponible pour échanger sur la prochaine semaine, même si le mois de mai est un peu chargé pour tout le monde. Mmh. On saura se rendre disponible pour échanger sur, vos enjeux, réfléchir, peut-être approfondir des cas clients, et on a divers et variés dans différents secteurs du B2B. Donc voilà, de vous montrer peut-être plus use case, faut vraiment pas hésiter et je pense que Lisa aussi, toi, tu te tiens aussi disponible, bien sûr. Complètement. Merci, merci à tous et Antoine, bah, à bientôt. Et merci Lisa, bien sûr et à très Merci à vite. toi. Bonne journée. Au revoir. Bonne